Voilà. Merci Cynthia, cher Thầy, cher Sangha. Tout d'abord, un grand merci à Cynthia pour les mots très gentils à mon égard et je suis très reconnaissant de votre présence ce soir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, C'est beau. Alors, sur l'invitation de Cynthia, comme c'était dit, je vais faire un aperçu sur l'ordre de l'interêtre et je vous donnerai aussi un survol euh, des activités des sanghas de pratique au Québec. Ici, sur la première diapositive, vous avez l'image de notre cher Brian. Brian était un des premiers membres de l'ordre interêtre au Québec. Et ceci se déroulait en 1987 au camp Les Sommets, où nous avons loué une place pour effectuer une retraite dirigée par Thaï. Et personne d'entre nous savait comment inviter la cloche, ni comment préparer une salle de méditation. Et grâce à Thaï et à Sochen Kong, qui n'était pas sœur à cette époque, nous montrer comment inviter la cloche et organiser une retraite avec beaucoup de maladresse. Alors voilà, je vous présente maintenant la prochaine diapositive. Alors tout a commencé en 1966 à Saigon. Thai a transmis les 14 entraînements aux 6 premiers membres Tibet de l'ordre, n'est-ce pas, interête qu'on appelle aujourd'hui. Je vais expliquer plus tard la signification des mots Tibet. Alors, ce sont des membres de l'école de la jeunesse pour le service social que Thai a fondé en 1965, où se trouvent beaucoup de jeunes volontaires qui veulent recevoir un entraînement avant d'aller dans différents endroits, dans les villages lointains, loin des grandes villes, pour aider les victimes de la guerre. Sochen Kong a écrit un livre, plutôt une autobiographie sur sa vie, avec le titre Learning True Love, dans lequel elle donne des détails sur la vie de ses camarades, ainsi que les travaux de service social des jeunes à cette époque. Plus tard, elle a écrit aussi une mémoire en vietnamien très épaisse en 4 tomes, donnant aussi plus de détails sur la vie de ses amis, les 6 premiers membres de l'ordre interêtre. Il y a des moments tragiques qui sont arrivés pendant ce temps, comme racontait Sochen Kong. Certains membres de l'école de la jeunesse pour le service social ont été assassinés pendant qu'ils travaillaient dans les villages. Et même jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui sont les auteurs derrière ces massacres, ces assassinats. Et un autre moment très tragique est arrivé en 1967, c'est-à-dire un an après avoir reçu la transmission des 14 entraînements. Notre troisième membre sur la photo, mademoiselle Phan Thị Mai, s'est enlevé la vie pour protester contre la guerre. En fait, elle s'est immolée. Elle a mis de l'essence sur elle-même et elle s'est mis feu
à son corps et âme, un sacrifice énorme. Ce Chenkong plus tard a aussi abandonné sa carrière scientifique. Elle était maître assistante à l'université de Saigon. Elle a décidé de suivre Tai et elle était devenue une assistante efficace de Tai pendant toute sa vie, et plus tard elle a pris les grands vœux pour devenir moine, un monial bouddhiste, et on l'est connu maintenant comme Ce Tien Kong. Aujourd'hui, à l'âge de 82 ans, vous voyez comment il était encore en forme et travaillant très fort pour assister Tai et pour aider les familles et les étudiants pauvres au Vietnam dans son programme Comprendre et aimer. Un vrai emblème d'une bodhisattva très exemplaire. Alors, je vais passer maintenant à la troisième diapositive. Alors ici, vous avez un résumé des 14 entraînements que j'espère ne vont pas vous causer de mal de tête. Alors, tous les membres de l'ordre inter-être s'engagent à étudier, à pratiquer et à observer ces 14 entraînements. Ce sont des merveilleux entraînements qui, pour quelqu'un comme moi ou n'importe qui veut vivre une vie en pleine conscience, ceci est un guide merveilleux. Alors, vous voyez aussi le 7e, qui était le noyau des 14 entraînements, qui nous incite à pratiquer la pleine conscience avec diligence pour maintenir notre stabilité et notre joie dans ce monde qui change constamment et qui est très turbulent. Et vous aurez l'occasion d'approfondir ces 14 entraînements quand on aura des séances de récitation des 14 entraînements à l'avenir. Mais si vous voulez connaître plus profondément, il y a des livres écrits par Tai. Et moi, je possède aussi un document en français que je pourrais envoyer à Cynthia. Il suffit que vous écriviez à Cynthia pour avoir une copie. Alors, prochaine diapositive. Alors, ceci constitue la fondation de l'ordre inter-être. Si vous voulez, c'est l'âme de l'ordre inter-être. La fondation est basée sur 4 principes qui sont tirés de l'enseignement bouddhiste, apparemment descendants du temps de Lin Chi, un maître zen bouddhiste chinois au XIVe siècle. Alors, le premier principe, c'est non-attachement aux opinions. On ne veut pas être attaché à un dogmatisme. On ne veut pas s'attacher ou s'agripper à nos habitudes et même à notre perception de vérité. Il faut avoir un esprit ouvert pour pouvoir recevoir des nouvelles expériences, des nouveaux enseignements qui nous enrichissent. L'expérimentation directe, on ne veut pas être guidé par une sorte de philosophie spéculative ou des pensées avec la base intellectuelle. On veut plutôt porter notre corps et âme pour expérimenter directement la vie
pour tout ce qui se passe dans notre vie. Troisième, c'est la pertinence. La pertinence est décrite en vietnamien en 2 mots, kheli, c'est-à-dire il faut que cet enseignement-là soit conforme aux principes bouddhistes, et aussi il faut que ce soit kheke, c'est-à-dire que cet enseignement-là soit utile et soit approprié, c'est-à-dire qui reflète les besoins de la société et des gens. Et puis, les maîtres intelligents utilisent des moyens habiles pour transmettre l'enseignement. Il faut que ces moyens-là soient aptes à donner aux gens dans des circonstances spéciales ou des gens qui ont un certain niveau de compréhension. Il faut que ces moyens-là soient adaptés à leurs moyens pour pouvoir les guider dans la pratique. Donc, ces 4 beaux principes qui constituent la fondation de l'ordre inter-être. Prochaine diapo. Alors, voici la première signification de la robe brune. Lorsque nous portons la veste brune ou la robe brune d'un moine ou d'une moniale, nous devons manifester cet esprit qui est la vertu de l'humilité. Nous ne disons pas que nous avons plus de valeur que les autres, que nous sommes meilleurs que les autres ou que nous avons plus d'autorité ou de pouvoir. Nous avons une force plutôt spirituelle. Une force spirituelle qui est silencieuse, qui ne fait pas de bruit. C'est aussi le silence, la discrétion de la couleur brune. Alors lorsque les pratiquants laïcs, comme moi et certains autres de mes amis, portent la veste brune, nous devons la porter avec un esprit d'humilité, un esprit du pouvoir, du silence. Alors la photo que vous voyez donne une image des premiers membres de l'ordre inter-être au Québec, après 2 retraites guidées par Thay 85 et 87. Alors nous arrivons à un tel nombre de personnes. C'est grâce à la personne à l'extrême droite, Anh Toan, à côté de Brian, et de son épouse, Cô Quyên, derrière Thay, qui est juste à côté de Monique, qui ont su inviter Thay au Québec, parce que les deux sont allés au village des Pruniers 1 année avant pour vivre la méditation là-bas, et ils voient que c'est tellement bon pour eux et ils ont invité Thay. Et c'est comme ça que Thay est arrivé au Québec, grâce à Anh Toan et Thi Quyên. Et les deux sont aujourd'hui en Californie. Ils vivent là avec leur sangha Nu Hong, qui s'appelle en français une fleur de rose. Alors voilà, vous voyez aussi le jeune Vinh avec les cheveux encore tout noirs, et aujourd'hui la couleur a changé grâce à l'impermanence ou à cause de l'impermanence. Prochaine diapo. Et voilà, Thay est venu au Québec pour la 3e fois en 1994. Le village des Eras est en construction. Vous voyez comment l'état de la salle de méditation avec plein de, comment dit-on, de fibres de verre. C'est des isolants qu'on a mis sur le mur.
est allé donner son cours devant tout le groupe. Et puis, sur une photo, vous voyez aussi le groupe de construction du village. On voyait Chen Hui, Claude, M. Tong, Ki, et aussi oncle Chen Hoi. À l'extrême gauche, c'est le fils de Ki, et à droite, c'est mon ami de Québec, Sun, à cette époque. Et puis, M. Tong, comme vous voyez sur la photo à droite, en bas, à cette époque-là, il est allé partout dans les différents sanghas afin de parler du projet de Village des Érables et aussi de pouvoir cueillir des fonds ou des dons de différents sanghas pour pouvoir financièrement arriver à construire ce village. Voilà, prochaine diapo. Alors ici, ça vous donne une autre image de profil du bâtiment physique du village des Érables. Tout en haut, on voit que le oncle Chen Hoi, qui est décédé il y a 1 an et demi, à l'âge de 96 ans. C'est un frère, un monsieur incroyable. Il a rebâti sa vie à l'âge de 60 ans, quand il est arrivé au Québec comme réfugié faisant partie de la vague des Boat People. Et une expérience vécue tellement riche, il nous procure des enseignements venant de sa sagesse. C'était formidable de la voir. À droite, c'est Chen Ke, un maître enseignant aussi très chevronné, qui a fait vivre des moments heureux à beaucoup de monde. Et Chen Hui, malgré qu'on ne parle pas beaucoup de Chen Hui au village, mais il était parmi les premiers dirigeants du village. C'est grâce à lui que la construction a pu être suivie et coordonnée d'une façon merveilleuse. Le Chen Hui nous a quittés quelques années plus tard pour fonder la maison de pleine conscience à Montréal, qui est devenue aujourd'hui l'Institut de pratique de la pleine conscience appliquée à Montréal, l'IPCAM. Et notre chère Madame Young, qui est vraiment comme notre maman, elle s'occupe de tous les bons repas au village. Elle est une vraie bodhisattva. Elle donnait beaucoup de temps et d'énergie et d'amour à ce qu'elle fait. Alors, vous voyez une image aussi des gens qui s'assoient dans une retraite. Et puis, au fond, c'est l'image du bâtiment du village des Érables à Saint-Étienne de Bolton, ou plutôt à Bolton West, pendant l'hiver. Prochaine slide. Alors, cette image est une image historique, vraiment historique. C'est un des moments les plus heureux dans ma vie, où j'ai pu assister à la cérémonie de prise des 14 entraînements par 11 personnes de la Sangha Sentier de la Rivière de Québec. Et cette cérémonie a eu lieu à Saint-Antoine de Tilly lors d'une retraite organisée par les amis de cette Sangha. C'était vraiment incroyable. Ces 11 personnes de la Sangha de Sentier de la Rivière à cette époque n'ont jamais rencontré Thay. Et seulement par le vécu en lisant ses livres, en écoutant ses enseignements, en pratiquant, en participant à des retraites, que leurs cœurs ont bougé, de telle sorte qu'ils sont allés à l'avant en prenant le vœu de pratiquer les 14 entraînements. C'est plus que merveilleux. Prochaine diapo.
Alors, je vous donne rapidement les significations du mot type. Alors, type, ici, possède trois significations. Recevoir. Nous recevons la sagesse de nos ancêtres. Nous recevons les enseignements de nos maîtres spirituels. Et puis, nous essayons de continuer la pratique et poursuivre le cheminement tracé par nos ancêtres spirituels. Et nous promettons de vivre en contact avec les merveilles de la vie qui nous entourent et qui nous nourrissent, mais nous nous mettons en contact aussi avec nos souffrances pour la transformer. Prochaine diapo. Les significations du mot hit. Hit, ça veut dire nous sommes avec notre respiration consciente, présents ici et maintenant. Et nous mettons en pratique pour réaliser notre stabilité et notre joie dans la vie. Et nous essayons aussi de rendre approprié l'appel et l'enseignement du Bouddha pour que ces enseignements soient adaptés à la circonstance et aux aptitudes des gens. Prochaine diapo. Et voici le message de Thay lors de sa causerie en 2010 en Allemagne. Avec notre veste brune qui représente notre humilité, qui représente le pouvoir de nos silences, nous devons construire une sangha. Vous voyez là une sorte de mission pour les membres qui portent la veste brune, où il n'y a pas de compétition pour l'autorité ou le pouvoir, où il n'y a que de la fraternité et de la sororité, où nous nous engageons à regarder mutuellement avec la bonté aimante. C'est quelque chose que les membres de l'ordre peuvent faire, et si nous vivons en harmonie entre nous, et si nous avons la fraternité et la sororité, nous pouvons le faire. Et le parfum de notre sangha s'étendra très loin et sera parfumé. C'est notre travail. Prochaine diapo. Alors voici un sommaire des sanghas au Québec. Peut-être c'est pas tout à fait complet, mais j'essaie de mon mieux. Je commence avec le village des Érables. Ensuite, vous avez la Maison de pleine conscience à Montréal, qui est devenue Institut de pleine conscience appliquée de Montréal. En ce moment, bien que fondé par Chenui, mais c'est notre sœur Lily qui coordonne et qui surveille à ce que tout aille bien. À Québec, nous avons le Sentier de la Rivière, avec la présence de notre cher ami Claude de ce soir. Et puis, il y a aussi Lynn, qui est une enseignante du Dharma, travaille de concert avec Claude et tous les autres membres de l'inter-être de la ville de Québec, que je connais bien et qui me sont bien chers, et qui font un travail très sérieux et très appliqué. Ensuite, vous avez le Centre de pleine conscience à Pointe-Claire avec deux enseignants, Chantal et Joseph, et puis Gatineau, anciennement connu comme Rivière de la Compassion, avec le travail ardent d'abord par Daniel, et maintenant pris en considération pour la continuation avec Cynthia et Philippe. Puis vous avez Chicoutimi, Longueuil, Rive-Sud, Sangha de l'Est avec Michel Catudal et Francine Richard. Vous avez Rimouski, vous avez la Sangha du Saint-Maurice. Vous avez Sutton avec Brigitte de Souza et Trish.
Et vous avez la Sangha de Sherbrooke avec Monsieur Pierre Bellavance. C'est merveilleux. Prochaine slide. Alors, j'essaie rapidement de vous montrer quelques images des retraites. Celle-ci est une retraite en 2015 au village des Érables, où on peut voir pas mal de monde de partout. On voit Cynthia, on voit Philippe, on voit Laureen, Brenda, différentes personnes de notre Sangha. On voit Serge Rousseau à l'extrême gauche, qui est devenu enseignant et qui dirige la Sangha des îles de la Madeleine. Enfin, à peu près. Prochaine slide. On voit ici en 2011 Lily qui reçoit la lampe de sagesse des mains de Thaï. Elle est devenue enseignante du Dharma. On voit 2013 aux îles de la Madeleine avec beaucoup de monde à cette époque. C'était des retraites merveilleuses. Ici 2017 au village des Érables. Je n'y étais pas. On voit Lynn, Claude, Chantal, Guy, et puis à l'extrême droite, Madame Young, et puis il y a quelques à l'extrême gauche, et on voit André et Mihaela d'Ottawa. Et puis ensuite, il y a un autre groupe de 2017 aux îles de la Madeleine. Prochaine diapo. Retraite aux îles de la Madeleine en 2019, où il y a un peu moins de monde, malheureusement. Alors, vous voyez à l'extrême droite, Louise Matt, de la Sangha de Québec. Elle a quitté Québec et elle habite maintenant aux îles de la Madeleine. Elle est devenue une personne un peu en bas, en brune. Voilà, et elle organise toutes les retraites. Elle travaille tellement fort. C'est grâce à elle et Serge que nous avons passé des moments merveilleux. Je vous le souhaite. Si jamais, prochainement, on a une retraite aux îles de la Madeleine, c'est qu'il faut aller. Et encore une dernière. Et je conclus en vous montrant une vue que nous voyons de la salle de méditation tôt le matin. Et je décris ce moment-là, bonheur total. C'est le lever du soleil aux îles de la Madeleine, à la grosse île, au bout de l'île où se déroulait la retraite. J'ai jamais oublié ce moment. On dirait c'est comme on vit dans un rêve. Et voilà, je termine en vous saluant tout bas.